Nous sommes de retour en direct sur le plateau du CES Perpignan avec une première table ronde sur la Green Tech. Nous allons accueillir Leila Mestersheim. Bonjour, vous représentez Plastic at Sea et nous allons également rejoindre Grégoire Bessas de Chastenay. Vous représentez Pure Pills. Alors expliquez-nous un peu ce qu'est la Green Tech, Leila. Quelle est la dynamique justement on parle beaucoup de technologie, on parle de transition écologique, vous faites un peu la symbiose entre les deux. La Green Tech en 2022, c'est quoi ? En fait, c'est la prise en considération de notre environnement, donc en essayant en fait de développer une économie qui va protéger en fait cet environnement, et exactement dans l'autre sens, c'est de mieux comprendre ce que peut nous apporter l'écosystème. Donc, ce sont les apports en fait qui sont créés par cet environnement qui peuvent aujourd'hui nous servir. On s'en est toujours servi, mais on a développé des médicaments, on a développé des produits grâce à ce qui existait aujourd'hui dans la nature. L'idée, c'est d'avoir une économie en fait qui va intégrer cet aller-retour en faisant en sorte qu'on puisse aller encore plus loin, tout en préservant notre environnement et donc du coup notre santé également. Grégoire, un mot justement sur la Green Tech. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? C'est pareil, c'est allier tout ce qui va être technologie au bien de notre planète. À un moment donné, c'est aussi faire preuve de low-tech pour accompagner cette transition dont on a besoin. Alors, Leila, vous représentez Plastic at Sea aujourd'hui sur ce plateau du CES. Quand on va se baigner dans la Méditerranée, par exemple, on ne se rend pas compte, mais il n'y a pas que des poissons, il y a des microparticules, il y a des morceaux de plastique. Et votre constat, c'est qu'on en trouve un petit peu trop et vous testez la biodiversité et la toxicité de certains produits. Voilà, c'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, quand on regarde cette pollution plastique, on se rend compte que 80% des déchets plastiques qu'on trouve dans l'environnement viennent de la Terre. Donc, en fait, c'est nous, consommateurs, qui sommes à l'origine en fait, de ces déchets qui arrivent aussi dans l'environnement. Ces déchets, ils sont proposés par différents types d'acteurs économiques. Donc, d'un côté, il y a la partie innovation qui est créée par des acteurs qui sont plutôt liés à la recherche. Puis, de l'autre côté, il y a les industriels qui sont capables de nous fabriquer ces objets-là que nous consommons derrière. Et en fait, il faut savoir que si on agit en fait, au niveau de ces acteurs économiques, au niveau des consommateurs, mais également au niveau de la gestion des déchets, on serait capable aujourd'hui, si on agissait avec le même poids sur les trois piliers, on serait capable de réduire de près de 70% de la pollution aujourd'hui qu'on retrouve dans l'environnement. Donc ça veut dire qu'on est obligé de faire des efforts à tous les niveaux. Donc vous en entendez parler partout, on est obligé d'essayer de tester des nouveaux matériaux. Donc il y a énormément de sociétés qui se sont créées dans la fabrication de ces nouveaux plastiques à partir de ce qu'on appelle du biosourcé. Donc on pense au maïs, mais il y a également le sucre de canne, des algues, des bactéries qui se sont développées. Donc on peut aujourd'hui fabriquer des plastiques qui ressembleraient exactement à votre plastique conventionnel, mais qui auraient des capacités légèrement différentes. Donc, et en particulier de se biodégrader si jamais il se retrouvait dans l'environnement. Au final, le tri sélectif n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il faut trouver d'autres solutions pour préserver nos océans. Et en fait, on a besoin d'aller plus loin. Donc, de vérifier si ces plastiques sont capables de se biodégrader. Est-ce que votre plastique recyclable aussi peut être à l'origine d'une toxicité ? Il faut aussi la vérifier. Est-ce que si le produit recyclé est pire que le produit d'origine, il va falloir aller le vérifier aussi. Et puis, il reste aussi des actions qui sont des actions de communication qui permettent aussi de réduire tout simplement ces quantités-là. Et pour avoir une vision globale, Plastic at Sea, en fait, va tester en milieu naturel les quantités de déchets qu'on est capable de retrouver jusqu'aux nanoparticules de plastique. Donc, on va aussi dans ce que vous mangez, dans des produits alimentaires. Et en parallèle, on teste pour des industriels des plastiques qui pourraient être biodégradables non toxiques et des plastiques recyclables non toxiques. Donc vous allez aider les industriels à devenir un petit peu plus verts. C'est ça, on les accompagne dans ce qu'on appelle ça la transition plastique. Voilà, donc on est vraiment au lieu de la transition écologique, on est vers la transition plastique pour faire que le plastique reprenne sa place, puisque c'est un plastique qui avait des vertus, qui avait des possibilités. Et aujourd'hui, il a explosé un petit peu partout et sans trop en fait sans trop de rigueur, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, aujourd'hui, il faut aider et les législateurs, et les industriels, et les consommateurs, et les gestionnaires de ces déchets à trouver des solutions qui sont des solutions pour demain. Alors justement, dans les océans, il n'y a pas que des plastiques qui polluent. Et pour éviter d'autres polluants, il y a également les détergents. Grégoire, expliquez-nous un peu quelle est votre entreprise et en quoi vous agissez justement contre la pollution. Tout simplement, quand on prend un produit ménager classique, il est composé à 90% d'eau. Et donc, nous, l'innovation qu'on a créée, c'est simplement d'avoir une petite pastille où en fait, ça concentre toute la matière active. Et donc, tout simplement, de la mettre dans sa bouteille d'eau et en 6 minutes, on va recréer son produit ménager. Donc, on va aussi participer à réduire donc, la quantité de plastique à usage unique. Parce que la bouteille, on peut la réutiliser autant de fois que l'on souhaite. Exactement. On peut la voir ?
Cette bouteille, on l'achète une fois. Vous l'achetez une fois. On la garde et on ne vous- rachète plus que ces petites recharges. Par exemple, là, vous venez de mettre dans cette bouteille un petit galet. C'est quoi? On va nettoyer C'est quoi une avec pastille en fait qui est avec des spécificités pour la salle de bain et qui a des vertus donc anti-calcaire. Et donc tout simplement, on a une gamme de 6 produits. On en développe d'autres. Et donc on a pour la cuisine, pour le dégraissant cuisine, un multi-usage, un lave-vitre aussi. On a aussi pour le sol et on a un antibactérien. Donc aujourd'hui, il faut savoir aussi que le rayon des produits ménagers, il est détenu par 5 multinationales qui ont toujours le même système depuis 30 ans. Ils ont peut-être amélioré un petit peu la formulation du produit, mais c'est une bouteille à usage unique, de l'eau transportée. On en a tous de l'eau chez nous. Donc aujourd'hui, pour nous, dans 15 ans, je pense que ça tombera sous le sens d'utiliser cette méthode-là. Et on a voulu aller un peu plus loin aussi, puisque c'est une pastille qui ne contient que des ingrédients 100% naturels. On est certifié par EcoCert. Donc voilà. C'est-à-dire, par exemple, dans celle-là, cet anti-calcaire, au final, Ouais. qu'est-ce qu'on retrouve dans la pastille? On va retrouver de l'acide citrique, on a retrouvé voilà, toutes les formulations spécifiques on peut à pas ce tout produit. dire. On ne peut pas tout dire. Après, vous pouvez aller sur notre site, vous verrez qu'on est assez transparent, même sur la formulation. Voilà, aujourd'hui, il n'y a aucune obligation pour un industriel de donner ses formulations, de donner en fait sa recette. Nous, on a fait le choix d'être transparent. Et aussi, pareil, on a essayé d'aller un peu plus loin dans le contenant. On avait le choix avec des contenants en verre, en métal, avec beaucoup d'équilibre à trouver, puisqu'on a du transport aussi de notre côté, il y a de la casse, donc on a fait le choix d'avoir une bouteille qui soit végétale, donc il n'y a pas de pétrochimie à l'intérieur. Est-ce que les produits sont aussi efficaces que d'autres produits qu'on peut retrouver dans les rayons du supermarché? Ils sont aussi efficaces puisqu'ils ont été testés en laboratoire face à des acteurs, enfin face aux géants du secteur. Bien évidemment, à un moment donné... Confronter un peu plus, peut-être. Voilà, on va dire qu'une bombe chimique ne va pas être aussi efficace qu'un produit naturel, mais en attendant, quand on voit l'usage et quand on voit le bienfait qu'on peut faire, un coup de chiffon en plus laisse très facilement accepter, on va dire, un impact du produit, on va dire, légèrement diminué par rapport à une bombe chimique qu'on peut trouver. Donc on l'a compris également, dans le packaging va être considérablement réduit. Puisque les capsules, elles sont toutes petites, voilà, ça fait des tout petits sachets. On estime un peu, vous avez estimé le gain que ça pouvait tout simplement, engendrer on va dire pour un transport de produits conventionnels, pour un transport d'un camion avec nos pastilles, sur un produit conventionnel, c'est 173 camions. Quand on rentre, voilà, un 36 tonnes avec que des pastilles, l'équivalent sur un produit avec de l'eau. Donc pour un Pure Pils, un camion, pour des marques industrielles, 173. 173. On a à peu près 94% d'économie de CO2 sur Alors c'est sans odeur. Parce qu'on sait que ça joue pas mal sur la psychologie. Hein, exactement. odeurs, on a une odeur, sensation on a une odeur qui est, on va dire, légère. Il y a une odeur quand même, mais c'est pareil. C'est pour pallier en fait aux restrictions qu'on peut avoir sur un label EcoCert, sur d'autres labels. C'est vraiment voilà, ces restrictions qu'on a là. L'avantage qu'on a, c'est qu'au bout d'un mois d'utilisation de ces produits, quand on revient à des produits conventionnels et qu'on fait un pchit et qu'on a une odeur en fait tellement chimique qui nous revient dans le nez, on se dit oulala. Voilà, il faut savoir aussi que notre intérieur, par ces produits chimiques qu'on a utilisés, tout autant vertueux qu'ils peuvent être, c'est 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Leïla, vous connaissiez ce produit, vous validez? Oui, je le connais bien depuis longtemps. Et effectivement, la bouteille qui est évoquée, c'est une bouteille qui est fabriquée à partir de maïs, donc qui est effectivement de source végétale. Comment ça vous est venu, l'idée de fabriquer ces pastilles? Alors nous, ça vient on avait une box par abonnement qui s'appelle Pouce Pouce et on faisait beaucoup de do it yourself. Aujourd'hui, on a vraiment écouté nos... De do it yourself, réexpliquer. Le faire soi-même. Voilà, avec des poudres, avec c'est compliqué, différents ingrédients. Voilà, et puis au rythme de vie aujourd'hui qu'on peut avoir, qui sont assez trépidantes, de sortir les casseroles à 8 heures pour refaire ses propres produits, on va dire qu'on n'est pas tous enclins à pouvoir le faire. Par contre, je sais qu'il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui dans un rayon de supermarché. Et donc on a voulu vraiment accompagner le consommateur. On n'est pas là pour le juger. Aujourd'hui, quand même, il n'y avait pas d'autre alternative que d'avoir soit un produit avec 90% d'eau et une bouteille en plastique à usage unique, ou alors faire ses propres produits. Alors, on imagine que pénétrer un marché détenu depuis des décennies par 5 multinationales doit être très compliqué.
Ouais. Quelles ont été les plus grosses difficultés au début de l'aventure qui ont beaucoup de publicité, des concurrents qui ont beaucoup de publicité. Le digital nous permet d'avoir une existence et aussi surtout une inaction de ces grands groupes. Aujourd'hui, ils ont une méthode de fonctionnement, ils ont une méthode de fabrication. Bien évidemment, ils regardent avec attention, mais aujourd'hui, c'est le consommateur qui décide. Je ne vous aurais pas dit ça il y a 10 ans. Aujourd'hui, le consommateur, il a une envie d'avoir des produits plus vertueux, il a envie de faire quelque chose, mais il n'a pas envie de perdre son confort d'usage. C'est plus cher ? On va être 10% plus cher qu'une marque conventionnelle et on va être entre 15 et 20% moins cher qu'une marque avec les mêmes labels. C'est le prix de la bonne conscience. C'est le prix d'un nettoyage vertueux bon nettoyage. Chez soi. Leïla, de votre côté, alors vous travaillez pour des entreprises qui ont pendant des années certainement pollué et qui aujourd'hui veulent se racheter une bonne conscience également. Vous les aidez à s'améliorer ? Alors on n'est pas dans le rachat de la bonne conscience, parce qu'au niveau du travail qu'ils me demandent, je pense qu'on est loin de quelque chose comme ça. En fait, j'accompagne des sociétés qui pendant des années n'ont pas eu de recul du tout sur l'impact que pouvaient avoir leurs objets sur l'environnement et même sur notre santé. Donc pour beaucoup, en fait, ils ont fabriqué des objets en plastique, et c'est le cas d'un de mes plus grands clients qui est BIC, en fait, qui essaye justement de changer ces objets, et oui. Et en fait, ces objets, pendant des années, ils ont été fabriqués, mais la pensée de cet objet-là qui allait se retrouver dans l'environnement n'était pas forcément quelque chose d'instinctif, puisqu'on n'a pas l'idée que quelqu'un va jeter comme ça des objets dans la rue. Il faut savoir que cette perte, elle est liée au fait qu'on ne sait pas correctement aujourd'hui recycler la totalité des déchets qu'on est capable de produire. Donc il y a une première étape qui correspond vraiment à de la réduction. Et nous, ce qu'on fait pour eux vraiment, c'est faire des choix stratégiques, c'est-à-dire typiquement choisir, est-ce qu'on choisit le plastique conventionnel, est-ce qu'on choisit le plastique biosourcé ? Dans les plastiques biosourcés, lequel on peut utiliser réellement pour un produit en particulier ? Et est-ce que si jamais je change ce produit-là, est-ce que je vais avoir des conséquences réelles aujourd'hui dans l'environnement ? Est-ce que si vous changez votre plastique par un autre, donc typiquement aujourd'hui ce qui est proposé avec ce changement de contenant, est-ce que demain ce produit-là, normalement je ne dois plus jamais le retrouver dans l'environnement ? Et est-ce que ce produit-là, est-ce qu'il peut se transformer pendant sa vie, devenir de plus en plus petit, se transformer en microparticules de plastique, qui ferait qu'il se retrouverait finalement, encore une fois, dans nos eaux usées, puis dans les rivières, puis en mer. Donc il y a besoin de tracer, en fait, tout ça, c'est compliqué. Et pour ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réalise des tests à partir de l'objet fini. Et on va commencer à le faire vieillir de manière artificielle pour voir ce qui lui arriverait s'il se trouverait dans l'environnement. Ensuite, on va le torturer un peu sous toutes ses formes pour voir s'il peut se transformer en microplastique et rentrer dans notre chaîne alimentaire. Et est-ce qu'il peut aussi avoir des effets toxiques selon des normes qui sont aujourd'hui reconnues au niveau de l'Europe ou au niveau des États-Unis. Alors c'est possible d'accompagner des grands groupes, des grandes entreprises comme BIC. Est-ce que c'est possible aussi pour des petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir ce genre de démarche ? Oui, heureusement. Donc oui, je parle de BIC parce qu'ils ont commencé à communiquer et eux, ils ont mis en place tout un système de recyclage de leurs briquets et on les aide en fait même dans cette action-là de recyclage. On les aide pour mieux travailler leur plastique et faire qu'ils soient recyclables réellement à 100%. Mais on a aussi des jeunes sociétés pour lesquelles on travaille, qui sont typiquement des sociétés qui travaillent sur le recyclage en particulier, et qui essayent par exemple de récupérer des déchets en milieu marin ou en milieu terrestre pour les recycler et en faire des nouveaux objets. Dans cette transformation-là, on a besoin de vérifier avec eux que la transformation est adaptée et que le process finalement n'est pas à l'origine un objet qui soit pire que l'objet de départ. Est-ce que vous travaillez, du coup, main dans la main, avec le biodiversarium de Banyuls-sur-Mer ? Le CNRS est implanté, là-bas on le sait. Il me semble que ce sujet de microplastique et de pollution marine leur tient à cœur. Ah, complètement. Donc en fait, on est aujourd'hui hébergé au centre, à l'Observatoire océanologique de Banyuls. Donc on a énormément de collaborateurs qui sont à Banyuls. Après, il y en a un peu partout en France, puisqu'on a la chance d'avoir un groupement de recherche qui s'appelle Polymères et Océans, qui regroupe 250 chercheurs sur le territoire. Donc on a des interactions très forte sur des thématiques en particulier. Mais cette interaction que j'ai aujourd'hui avec ces chercheurs académiques, je l'ai aussi avec des industriels, parce qu'il y en a énormément qui se posent des questions, et on est au-delà en fait de se rendre une bonne conscience. On est vraiment sur OK, demain il faut que je cherche des solutions. On a la loi anti-gaspillage qui est passée en 2025, c'est la fin. Qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on a comme solution aujourd'hui ? Donc nous aujourd'hui on récupère les possibilités et on les teste. On les a. Les solutions aujourd'hui pour sortir complètement du plastique. Vous seriez tellement étonné. Aujourd'hui, il existe des plastiques qui sont fabriqués par exemple à partir de bactéries. Donc au lieu de fabriquer de la bière, vous fabriquez des bactéries. Voilà. Ah, quel dommage. Ouais, donc, laissons-en pour la bière quand même. Mais par contre, selon un cycle vertueux qui est extrêmement intéressant, puisqu'on leur donne une source de carbone qui est en fait du produit de compost.
Donc vous pourriez donner, je vais caricaturer, mais vous pourriez presque donner vos épluchures de pommes de terre pour en faire des bactéries que vous utiliserez pour en faire un plastique. Donc aujourd'hui, ça existe, il y a un brevet chinois. En France, on a des spécialistes dans la transformation de ce polymère-là. Et ça, c'est typiquement le plastique du futur. Donc, il fait partie des plastiques du futur, mais il y en a d'autres à partir des algues, à partir des champignons, à partir d'une source qui est biologique, qui est un puits à carbone, puisque c'est quelque chose qui est capable de capter le CO2 de l'air, et ensuite que vous pouvez utiliser pour en faire un objet en plastique et qui retournera finalement au début comme une source de carbone après son process de biodégradation. Alors, on a toutes ces solutions. Malgré cela, je continue à trouver dans le commerce des gâteaux emballés dans du plastique, eux-mêmes emballés dans une poche en plastique, non recyclable. Pourquoi on continue à pouvoir acheter ces produits-là? Est-ce que c'est une question de réduction de coûts? Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a l'hygiène, il y a des problèmes d'hygiène, il y a des problèmes de lutte contre le gaspillage lui-même, puisque l'idée derrière, c'était de les emballer un par un pour diminuer le gaspillage. Bon. On est allé dans certains endroits beaucoup trop loin. Et on a appliqué des usages à plastique, enfin on a mis en place des plastiques à usage unique pour notre consommation alimentaire qui aujourd'hui, on s'en rend bien compte, c'est allé trop loin. C'est viable pour le milieu de la santé, mais pour notre consommation, on a dépassé les limites. Et typiquement aujourd'hui, dans ce que nous on fait aussi, on communique énormément en fait avec le ministère et avec la mise en place des nouvelles réglementations. Donc on a participé à l'interdiction des cotons-tiges, et des microbilles qui étaient aujourd'hui dans vos cosmétiques à usage rincé. Et on a, dans ce travail-là qui a été réalisé avec eux, proposé tout simplement des alternatives, qui sont des alternatives comme l'abricot, comme le riz, des choses qui n'ont absolument rien à voir, mais qui sont capables de rendre les mêmes services tout en évitant en fait un impact fort sur l'environnement. Donc on avance, la loi anti-gaspillage, elle est en place, mais il y a des deadlines qui sont longues à atteindre, mais il va falloir du temps pour ça. Quelle va être cette habitude qu'on a tous, qu'il va absolument falloir changer très rapidement? C'est facile, c'est celle-là. Voilà. Plus de bouteilles en plastique. Il n'y a plus de bouteilles en plastique. Alors ça, il y en a partout, tout le temps. Donc vous validez complètement l'idée de Grégoire et de Pure Pils. Ah, clairement, oui. Pour moi, les bouteilles en plastique, et surtout pour l'eau minérale, en France, on a majoritairement en fait, des traitements d'eau qui sont extrêmement bons et qui évitent en fait, ce genre d'usage. On est pourtant les 5e consommateurs de bouteilles d'eau. Je pense que la bouteille d'eau, il va falloir vraiment se l'enlever de la tête, même si c'est quelque chose qui est devenu qui est ancré en nous, à force et par mauvaise habitude. Et je pense qu'on peut facilement revenir dessus. C'est à cause de Zidane, ça. C'est sûr. On peut revenir dessus, c'est possible. Et pour moi, la transition plastique, c'est juste une façon c'est la communication entre donc ces acteurs, ces industriels, ces consommateurs et ces gestionnaires qui fera qu'on sera capable demain de changer les choses, et rapidement. Alors, vous nous l'avez expliqué, on avance, mais est-ce que finalement ce n'est pas une goutte d'eau dans l'océan? Quand est-ce qu'on pourra commencer à avoir des changements, des vrais progrès en termes d'écologie avec toutes vos solutions que vous apportez? Et Grégoire? Quand ça sera adopté par le plus grand nombre. Voilà, mais est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une révolution qui est en marche, ou ça reste encore assez lent? Est-ce que vous percevez ça? Par exemple, vos clients, est-ce que vous avez une progression exponentielle? Oui, on a une progression exponentielle parce que de toute façon, le client le demande et il n'avait pas la solution. Donc aujourd'hui, si on apporte des solutions qui soient pérennes, où on ne perd pas en fait, du confort, moi aujourd'hui, je pense que vraiment l'équilibre à trouver, c'est l'usage, le confort à l'usage. S'il y a une perte de confort, il n'est pas adopté votre produit. Je peux en parler puisque le faire soi-même, à un moment donné, a beaucoup de contraintes. Et aujourd'hui, le produit conventionnel, on ne veut plus l'utiliser comme tel. Donc si on n'a pas une solution qui arrive et qui soit pérenne dans le temps et sans perte de confort, il sera adopté par le plus grand nombre. Et s'il y a de l'efficacité, si on est au bon prix, voilà. Parce que le plus grand nombre est quand même soumis à un martelage publicitaire qui fait que vous n'êtes pas suffisamment connu par rapport à d'autres. Moi, je ne vous connaissais pas, par exemple, mais là, je suis convaincue. Mais c'est vrai on se bat avec nos armes. On se bat avec nos armes. Vous distribuez où vos produits? Aujourd'hui, on distribue essentiellement sur le digital, mais on arrive petit à petit en rayon. Voilà, on est en pourparlers avec des grands groupes pour pouvoir intégrer ces rayons de supermarchés, pour aussi avoir des utilisations dans des grands groupes hôteliers ou dans des grands groupes de nettoyage. Voilà, ça prend du temps, c'est sûr. Nous, on vient d'être lancé en octobre 2021 avec toute cette gamme. C'est plus d'1 an et demi de travail sur ça. Ça va s'accélérer, ça on en est conscient, on le voit, et surtout aujourd'hui, pour qu'on ait une marque forte et qu'on ait un produit qui soit adopté, il faut qu'on ait une communauté.
Et cette communauté, dès qu'elle va grossir, à un moment donné, c'est le bouche à oreille, c'est aussi la recommandation. Vous utilisez les réseaux sociaux massivement, énormément, j'imagine. Énormément. Vous arrivez à vendre, vous arrivez à transformer oui, bien sûr. Il y a des publicités ciblées. C'est obligatoire. D'abord, c'est cette communauté. Après, c'est de la publicité aussi. Voilà, mais ça demande aussi des moyens. C'est pour ça qu'on est une jeune start-up. On lève des fonds aussi pour pouvoir en fait diffuser notre message, diffuser notre offre et surtout, comme je dis, créer une communauté. Aujourd'hui, c'est ça qui va être le plus fort puisque ces grands groupes passent par des magasins retail type Carrefour, pour pas les citer, mais les clients ne leur appartiennent pas. Aujourd'hui, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on parle directement à nos clients. Moi, quand je dois faire un développement produit, je vais prendre 500 testeurs et je vais leur demander leur retour direct. Et donc, du coup, ça va me permettre d'améliorer mon produit et j'ai surtout, comme on dit chez nous, c'est l'épreuve du feu. L'épreuve du client, c'est la plus importante. Quand à un moment donné, j'ai un retour client, je vais modifier un peu le produit qu'on a pour après, derrière, pouvoir le proposer dans ces magasins pour avoir la meilleure satisfaction possible. Parce que quand je suis sur Internet, je suis tout seul. Quand vous êtes sur ma page Internet, je suis tout seul. En rayon d'un supermarché, j'ai 20 concurrents à côté de moi. Donc, il va falloir que j'ai aussi une notoriété forte et ça passera forcément par le digital. Mais on ne mise pas tout sur le digital, on est omnicanal puisque les clients, nous, il faut qu'on soit là où le client est. Et il n'est pas seulement sur Internet. Aujourd'hui, moi, quand je vais prendre un exemple typique, ma mère ne fait pas ses achats de produits ménagers sur Internet. Mais est-ce qu'elle regarde le CES bien sûr. Perpignan? Mais la révolution est bien en marche, puisque dans les grands magasins, on a vu apparaître ces rayons qui aujourd'hui utilisent le vrac. Et ils sont de plus en plus nombreux. Si vous regardez bien même les produits alimentaires que vous achetez, il y en a énormément qui ont changé. Et finalement, les mauvais élèves, ce sont ceux qui continuent à emballer les gâteaux un par un et ensuite dans un autre emballage. Est-ce qu'on blâme ceux qui les achètent ? Non, pas du tout. Mais maintenant, je pense je pourrais me sentir coupable de continuer à acheter. Ah non, surtout pas. Pendant 30 ans, on a été martelé de publicité. Vous n'avez pas d'alternative. À un moment donné, je ne vais pas vous blâmer. Si, par contre, demain, vous avez de l'alternative avec le même prix, après, ça sera votre choix en votre âme et conscience. Mais le but d'être entrepreneur, c'est de proposer une solution qui soit pérenne face à une utilisation conventionnelle qui ne peut plus durer. Alors, la satisfaction client, vous l'avez dit Grégoire, ça passe également par la tranquillité d'esprit. C'est vrai qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, le progrès, c'est quoi ? C'est moins on a à en faire, plus on progresse. Ça s'allume, les rideaux s'ouvrent, on n'a plus à se lever du canapé, c'est du progrès. Avec cette gamme de Pure Pils, est-ce qu'on a la possibilité de souscrire un abonnement, par exemple, où je sais que je vais recevoir tous les 2 mois mes petits galets d'anticalcaire. Ça va être, en fait, on ne va pas parler d'abonnement puisque je pense que le français est un peu réticent à l'abonnement. On va parler de commandes récurrentes parce qu'à un moment donné, quand vous avez commandé 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous êtes satisfait, là vous allez pouvoir programmer vos commandes. Donc oui, bien évidemment, c'est un service qui est proposé. C'est un service qui est proposé. Aujourd'hui, on est en train de le mettre en place. C'est encore des petits soucis techniques par le digital, par des accords qui nous dépassent par rapport à des intervenants qui ne se sont pas mis d'accord, mais oui, ça va être mis en place très rapidement et surtout, ça va nous permettre de modéliser, en fait, si vous êtes 5, 6, 7 à la maison, suivant la taille de votre habitation, le rythme de nettoyage que vous avez et aussi auprès des professionnels. Puisque, par exemple, je vais prendre un exemple bête, mais des kinés, après chaque patient, doivent nettoyer. Et aujourd'hui, la solution qu'ils ont, c'est des bidons en plastique à usage unique. Donc on a un marché qui est colossal à pouvoir transformer. L'idée est très bonne. Vous êtes d'ici, pourquoi avoir choisi les Pyrénées-Orientales pour développer, monter votre start-up ? Vous avez trouvé l'aide du conseil qui était meilleur qu'ailleurs peut-être ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas Non, moi je suis originaire d'ici, peut-être ce petit accent en chantant, c'était de créer mon activité, de créer de l'emploi vraiment sur notre département. Vous avez été aidé, accompagné ? On a été accompagné par l'ADE, par le conseil général, par aussi la région. On est très soutenu. C'est vraiment. Concrètement, le soutien, il prend quelle forme ? Il prend la forme de parfois financier, il prend la forme aussi d'accompagnement dans des dossiers. Il prend la forme aussi parfois de problématiques qu'on vient leur exposer et donc on va venir nous apporter des réponses, des conseils. C'est aussi tout un tissu. Je pensais à Monsieur Gosse qui fait beaucoup aussi pour les startups. Laurent Gosse qui est aujourd'hui président de la CCI. Exactement et qui nous accompagne, peut parfois mettre son carnet d'adresses à disposition. Parfois c'est des accélérateurs aussi. Mais il faut comme on dit tout souvent le mériter. C'est beaucoup de travail.
aujourd'hui, l'entrepreneur, c'est un peu la mode. Comme je dis toujours, lancez-vous, il n'y a pas de permis à avoir pour être entrepreneur. Par contre, si vous arrêtez le premier jour, c'est que ce n'est pas fait pour vous. C'est possible, ici, dans les Pyrénées-Orientales, d'avoir justement des bureaux scientifiques comme le vôtre et de démarcher des grands groupes comme BIC? Du coup oui, puisque ça a été fait, mais nous on est hébergé par l'Observatoire océanologique de Banyuls, on est aidé beaucoup par l'incubateur Arago qui est au centre même en fait de ce centre-là et qui a été porté par la région, qui a été porté par l'université, donc ça devient finalement... L'université de Perpignan? Non, l'université Paris, puisque c'est Sorbonne Université en fait qui se trouve à Banyuls, mais on a énormément d'interactions aussi avec l'université de Perpignan, donc ça reste toujours dans la même zone. Il faut dire aussi qu'on a un parc marin en fait ici. Donc finalement, le développement de l'économie bleue dans la région, il est extrêmement possible. Il y a énormément de sociétés qui auraient la vocation d'aller vers en fait de ce type de développement, c'est-à-dire d'utiliser les services rendus par la mer et de rendre service également à la mer. Ça marche dans les deux sens. On a le nautisme, on a le développement des moteurs hydrogène. Enfin, il y a énormément de choses qui sont possibles dans cette voie-là. Et je pense que typiquement dans cet environnement-là, aujourd'hui, même si on n'a pas encore réussi à faire ce développement, je pense qu'on est sur la bonne ligne, qu'on sera capable demain de devenir une vitrine de l'économie bleue en Méditerranée. Très rapidement, vous êtes combien aujourd'hui à travailler chez Plastic Sea? Aujourd'hui, on est 15. Vous êtes 15, vous êtes combien du côté de Pure Pils? 14. Et vous produisez où vos pastilles? De l'autre côté des Pyrénées, on produit à Barcelone. À Barcelone. Oh, ça va, ça reste au catalan. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Pure Pils pour battre Johnson & Johnson ou de la notoriété, voilà, encore à acquérir encore plus de clients et aussi surtout d'avoir des grands groupes qui changent en fait leur manière de faire, voilà, pour pouvoir adopter Pure Pils, je pense, voilà, à des hôtels, à des sociétés de nettoyage, mais aussi la présence dans les grandes surfaces. Bon, moi je veux pas faire mon Pierre Bellemare, hein. C'était Pierre Bellemare, hein, c'est ça. Mais franchement, l'idée elle est top pour un prix incroyable. Allez-y, foncez, on achète cette bouteille, on a les recharges, on peut avoir jusqu'à 6 bouteilles pour 6 produits différents. Peut-être dans le futur, on peut imaginer des pastilles pour la vaisselle, pour... On y travaille, on travaille sur 4 autres produits. En fait, nous, l'idée de Pure Pils, c'est de devenir les essentiels du ménage chez vous et de vous accompagner pour aujourd'hui vider votre poubelle de ce plastique à usage unique. C'est vegan en plus. Tout est voilà, nickel, on a essayé vraiment de mettre le plus de critères possibles, déjà par nos convictions, mais aussi pour vraiment adopter un produit qui soit vertueux. Une dernière question, Leïla. Aujourd'hui, cette démarche responsable, écologique des entreprises, est-ce que c'est uniquement du greenwashing, comme on dit, ou est-ce qu'il y a vraiment une volonté d'aller vers la transition écologique des entreprises? Moi, je pense que tous les voyants sont ouverts. Les industriels Ça va au-delà de la posture. Oui, clairement, ils ont une vraie vision en fait de ce qui se passe aujourd'hui dans l'environnement. Ils voient leurs produits des fois eux-mêmes quand ils se baladent, tout simplement. Donc, je pense qu'il y a une vraie volonté en fait de ne pas être les acteurs de cette pollution-là, de ne pas entendre leurs enfants les engueuler directement en disant qu'ils sont responsables et puis voilà. Et je pense vraiment que la volonté, elle est au niveau des industriels, elle est au niveau des législateurs, puisque clairement les lois sont en train de se mettre en place, au niveau des consommateurs, au niveau des gestionnaires. En fait, tous les voyants sont ouverts. Il faut vraiment juste prendre la vague pendant qu'elle est là et avant qu'elle ne nous touche trop. C'est-à-dire qu'avant qu'on se rende compte que la totalité en fait, de cette pollution se trouve aujourd'hui dans notre assiette et qu'elle a eu des impacts forts sur notre état de santé. Et je pense que les meilleurs ambassadeurs de ça aujourd'hui sont les enfants. C'est pour ça que moi je pense que la révolution est en marche. C'est quand j'entends les enfants parler qui disent que ça suffit, on les enlève maintenant. Car on retrouve même des microparticules de plastique dans l'estomac. Même dans les placentas humains. Et même dans les placentas humains. Voilà, quelle belle phrase pour terminer cette J'en avais une autre, c'était que sachez que le portefeuille est une arme, donc choisissez votre combat. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions en direct sur le plateau de Perpignan. Et nous allons maintenant écouter Marie-Claire Bels, qui est présidente de l'Office de tourisme de Perpignan Méditerranée Métropole.